Alstom, General Electric et Siemens, une filiale face au grand conglomérat. Donc déjà, il y a un argument qui est assez évoqué, surtout par Patrick Cron, évidemment, qui est que Alstom avait un problème de taille critique. C'est-à-dire que c'était une société qui n'était pas assez grosse pour pouvoir soutenir la concurrence sur le marché de l'énergie, a fortiori dans le cadre d'un marché de plus en plus délicat. D'autant que, en fait, Patrick Cron anticipait l'effondrement des turbines de centrales à charbon, qui s'est produit, cet effondrement, et donc il invoquait le fait qu'en fait Alstom n'avait pas les reins solides pour continuer dans l'énergie. C'est une question qu'il a fallu étudier, parce que c'est pas parce que c'est Patrick Cron qui le dit et que tout le monde lui tombe dessus qu'il a forcément tort. Et donc c'est une question que j'ai essayé de regarder un petit peu avec mes yeux de citoyen normal. Donc ce qu'on voit déjà, si on étudie un peu Siemens et General Electric, c'est que ce sont deux entreprises sans commune mesure avec Alstom. C'est absolument évident. En clair, Alstom, c'est trois choses. C'est l'énergie, c'est le secteur grid en lien avec l'énergie, donc c'est ce qui a été vendu, et c'est le ferroviaire. Sur le plan des activités, voilà ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient à l'époque. Siemens, c'est ces trois choses, plus, à l'époque, ça a changé depuis, la santé, l'électronique, les automatismes industriels et une branche finance. General Electric, c'est tout ça, tous ces trucs de Siemens et d'Alstom, plus l'électroménager, le secteur minier, le traitement des eaux et les moteurs d'avions civils et militaires. À l'époque, toujours. Je reste toujours dans une démarche d'historicité, hein. Donc ça a évolué entre-temps. Déjà, Siemens et General Electric par rapport à Alstom, c'est deux conglomérats énormes qui sont très diversifiés, qui font des activités dans des domaines qui sont assez peu en lien. Et l'avantage quand vous êtes diversifié, c'est que, comme dans le monde de la finance, quand vous n'avez pas, en principe, les œufs dans le même panier, quand vous avez un secteur qui commence à souffler, vous pouvez toujours vous appuyer sur un autre secteur d'activité, ne serait-ce que pour faire des investissements dans la partie de votre activité qui souffre un peu. Les activités financières, d'autre part, ont un intérêt quand on est un grand industriel. D'ailleurs, je présenterai la prochaine fois que la France gaullienne appuyait beaucoup pour que les industriels aient des systèmes de financement relativement indépendants, pour en fait avoir des capacités d'investissement accrues, avoir des recettes faciles sur l'activité financière obtenues par de la spéculation, avoir des capacités donc renforcées à trouver des liquidités, voire des rentes temporaires par la concession de prêts. L'avantage donc de General Electric et de Siemens, c'est que eux, ils avaient des moyens de faire rentrer du cash facilement. Évidemment, c'est à double tranchant, hein. Quand les marchés tombent, vous tombez avec. Mais toujours est-il que quand vous avez un accès à des activités financières, vous pouvez vous financer plus facilement que quand vous êtes simplement Alstom. Si on regarde un peu les moyens, alors évidemment, le chiffre d'affaires ne permet pas à lui seul de savoir comment va une entreprise, hein. On est d'accord. Mais ça vous donne une idée des moyens de ce qui rentre dans cette société. Sachant que, en recherche et développement, une turbine comme la turbine Arabelle peut coûter 1 milliard d'euros d'investissement de recherche, évidemment, si vous avez beaucoup de milliards en poche, vous pouvez au moins essayer un peu plus souvent de chercher, de développer des turbines de nouvelle génération. C'est assez logique. Et de façon générale, si vous avez des milliards en poche, vous pouvez développer des activités, vous pouvez renforcer votre avance technologique ou rattraper si vous avez un petit retard, gagner en influence, on le verra tout à l'heure, ou conquérir tout simplement de nouveaux marchés, en présentant des produits de meilleure qualité, et ainsi de suite. C'est le nerf de la guerre. Donc ça vous donne une idée. Grosso modo, si on regarde, en termes de chiffre d'affaires, Alstom, c'est 1/4 des revenus de Siemens et 1/5 des revenus de General Electric. Donc par rapport à ces sociétés, c'est un modeste concurrent. Pour General Electric, le vrai ennemi, c'est Siemens, et pour Siemens, le vrai ennemi, c'est General Electric. Alstom, c'est accessoire, c'est pas une menace. Si on regarde leur marché maintenant, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a des choses assez intéressantes. Alors, ce graphique n'est pas forcément extrêmement pertinent s'il n'est pas étayé par d'autres données, mais il se trouve que les autres données, je les ai quand même travaillées. Et il se trouve que si on regarde un peu la part du chiffre d'affaires de chaque société par destination, ce qui est assez intriguant, amusant en tout cas, c'est que General Electric réalise en fait quasiment la moitié de son chiffre d'affaires dans son pays d'origine, que sont les États-Unis. Alors que deux entreprises européennes comme Siemens et Alstom ne réalisent que 10 à 15% de leur chiffre d'affaires sur le plan national.
pouvez vous demander comment se fait-il qu'une entreprise comme General Electric ait en fait une base arrière, un domaine réservé aussi énorme dans son marché national et pas les entreprises européennes. On en parlera la prochaine fois sur le plan des réglementations. Donc déjà, faible ancrage sur les marchés domestiques, Alstom et Siemens. Ça fait que ces deux entreprises, et Alstom en particulier, n'ont pas de domaine réservé pour écouler leur stock. Ils n'ont pas des rentrées d'argent faciles sur des espèces de bases arrière qui leur permettraient derrière d'aller à la conquête des marchés. Grosso modo, c'est ça que je veux dire par là. D'autre part, c'est ce que dit Jean-Michel Quatrepoint entre autres, mais aussi d'autres, l'Europe à ce moment-là est totalement cadenassée par Siemens, sur toutes les activités ferroviaires et énergie. General Electric réalise en Europe 17% de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il réalise en Asie-Pacifique et en Océanie, alors que l'Asie-Pacifique, vous le savez certainement, est autrement plus protectionniste et réglementé que l'Europe. Donc le marché européen est vraiment cadenassé par Siemens, qui a énormément de grands contrats que finalement Alstom n'a pas toujours. Et plus le temps va, moins Alstom a des contrats importants. En fait, Alstom se retrouve souvent, dans les années 2000, 2000-2010, à courir après des contrats secondaires que en fait, Siemens et General Electric et les autres concurrents. N'oubliez pas que je vous parle de Siemens et de General Electric pour vous les présenter, mais ce n'est pas du tout les seuls concurrents sur le marché de l'énergie. Ce sont de gros et voraces concurrents, mais ce ne sont pas les seuls du tout. Alstom se trouve obligé de courir après des contrats secondaires, rechignés en fait par les autres, en Amérique, donc plutôt Amérique latine, qui peut être un bon marché, mais qui est quand même moins rentable que d'autres marchés, et en Europe aussi, des contrats très secondaires par rapport à Siemens. Donc comme je vous l'ai dit, pas de domaine réservé en France, et un avantage, c'est que par contre Alstom dispose d'une ouverture assez grande sur le marché asiatique, surtout en Chine. Parce qu'Alstom, depuis les années 50, depuis 1959, a des liens avec la Chine. On vendait des trains dans les années 50 à la Chine, et on a ensuite eu des rapports aussi dans l'énergie avec la Chine, assez tôt. Donc Alstom avait un bon ancrage en Chine. Donc c'est un marché d'avenir, la Chine, évidemment. Et ça, c'était une grande qualité, surtout de la branche nucléaire. Alors maintenant, si on regarde les marchés, évidemment, je n'ai pas pu vous présenter l'ensemble de l'étude que j'ai faite pour essayer de comprendre un peu comment allaient les marchés. Là, je vous mets une synthèse très très rapide pour qu'on puisse passer vite, mais tout ça pour vous dire que les marchés, à partir de 2008-2010 surtout, entrent plutôt dans une phase de contraction. Et que l'affaire Alstom se passe dans ce cadre, justement. Et on anticipe aussi, parce que les gens le savent dans les milieux d'affaires, ils anticipent aussi le fait que les marchés vont tomber. Surtout celui des turbines à vapeur, des turbines à gaz, qui est le marché le plus important en fait. Et au même moment, vous avez le nucléaire qui est en train de décoller en Asie, notamment en Chine. Il est en train, c'est-à-dire on commence à avoir des contrats que l'État chinois commence à évoquer des plans, des planifications, pareil en Russie, pareil dans une partie de l'Asie, pour créer des centrales nucléaires. Donc le nucléaire semble être un domaine qui va potentiellement se développer en Asie, marché d'avenir, et Alstom justement fait du nucléaire en Asie. Donc c'est pas forcément décorrélé cette situation sur les marchés et l'opération de General Electric. Ça c'est une des théories de Frédéric Perucci, qui me semble pas fausse du tout. Pareil, donc là, c'était sur le marché d'Alstom Power. Donc sur le grid, c'est un petit peu moins intéressant là pour le coup, parce que je vous ai mis vraiment l'ensemble des accessoires électriques. Alstom ne faisait pas l'ensemble des accessoires électriques, mais ça vous donne une idée en fait de l'évolution du marché quand même. Et de toute façon, ce qu'on voit, c'est que vous avez un marché plutôt baissier, ou au mieux qui stagne. Donc c'est pas un marché en croissance, sur ce que vendait Alstom. Après, le grid est moins intéressant aussi parce que c'est très rentable sur les activités de maintenance, plus que sur la vente de produits et de matériel. Donc, fermeture de parenthèse. Donc, sur la branche Alstom, pareil, Alstom Transport, pareil, vous n'avez pas forcément les lendemains qui chantent, on ne voit pas forcément les choses d'un point de vue très positif, c'est de l'incertitude. Donc, la direction d'Alstom est un peu dans l'incertitude à partir des années 2011-2012 sur pas mal de marchés. Donc, tout le monde se pose des questions. Tout le monde réfléchit à ce moment-là, quoi. Donc vous avez le mariage Alstom-General Electric qui est plutôt cohérent. Plutôt cohérent puisque Alstom, comme je vous l'ai dit, est moins diversifiée que les deux autres sociétés, que General Electric et Siemens. Elle a donc une dépendance plus forte à certains marchés qui sont en plus des marchés secondaires. Elle a une influence, une présence à l'international, des marges de manœuvre et des capacités de financement qui sont réduites
par rapport aux autres évidemment, on le verra juste après. Et aussi, il se trouve que ces activités d'Alstom sont tout à fait complémentaires avec celles de General Electric. C'est-à-dire que là où General Electric faisait un petit peu de nucléaire sans maîtriser pour autant les turbines, comme la turbine Arabelle, eh bien justement Alstom a des turbines Arabelle dans le nucléaire. Là où General Electric était plutôt spécialisé, supposons, sur l'éolien, offshore et onshore, eh ben Alstom commençait et essayait de développer ces technologies, mais n'était pas forcément hyper en avance. Donc en gros, vous aviez des activités complémentaires. A l'inverse, Siemens faisait quasiment les mêmes choses qu'Alstom, mais en mieux, parce que Siemens avait de l'argent, n'avait pas de retard technologique et allait plutôt bien. Même si ça n'a pas toujours été. Pas parce que, il ne faut pas non plus imaginer que Alstom c'était que du mauvais et qu'en face on avait des entreprises qui allaient très bien. General Electric et Siemens avaient leurs propres problèmes. Toujours est-il que, si on regarde ces activités, sur le plan purement technique, General Electric avait intérêt à racheter Alstom, mais Siemens n'avait pas intérêt à racheter Alstom. Et on le verra quand on parlera des négociations entre le gouvernement français, Siemens d'un côté et General Electric de l'autre. Évidemment que Siemens participe à ces discussions, mais ne compte pas acheter Alstom. Donc c'était là pour le coup seulement General Electric qui avait cette volonté-là. Donc, pour résumer, Alstom avait un fort potentiel et elle aurait pu l'adosser à des capacités financières fortes si elle était restée une filiale de la CGE. Évidemment, puisque vous auriez eu d'un côté Alcatel qui aurait ramené sûrement du cash, et de l'autre côté, vous auriez eu Alstom et toutes les autres sociétés diversifiées qui auraient avancé chacune dans leur domaine et auraient pu donc jouer de cette diversification. Mais en tant que compagnie solitaire, que filiale en fait, livrée entre guillemets à elle-même, Alstom n'était pas forcément assurée de s'en sortir. Je ne dis pas que fatalement elle devait se faire racheter, mais que c'était plus compliqué pour elle. Donc lorsque Patrick Cron explique qu'Alstom a un problème de taille, eh bien, il n'a pas tout à fait tort. Il semble plutôt même avoir raison. Parce que par rapport aux autres concurrents dans le secteur, c'était pas forcément une situation idéale, a fortiori pour des problèmes de trésorerie que je vous ai mentionnés. Et d'ailleurs, les voici, des problèmes de trésorerie. Bon après, c'est un graphique comme un autre, hein, donc prenez-le avec... ce sont des indicateurs chiffrés, méfiez-vous toujours des indicateurs chiffrés. Mais là, je vous ai présenté du coup la marge bénéficiaire nette, donc la courbe que vous voyez, qui représente en gros la capacité globale d'une entreprise à dégager des profits, et les résultats nets, donc les barres que vous voyez, qui est la différence entre les produits et les charges, c'est-à-dire le rapport bénéfice-perte, grosso modo, sur les trois entreprises. Clairement, alors tous ces chiffres viennent évidemment des rapports financiers de chaque entreprise, ce sont des chiffres officiels. Il n'est pas impossible, surtout dans le cas de General Electric, qu'ils ne soient pas tout à fait honnêtes. Mais je préfère le dire, sait-on jamais, quand on voit qu'aujourd'hui General Electric ne va pas très bien, on peut se méfier sur les chiffres annoncés. Après, ce qu'on voit là, c'est que entre 2009 et 2014, General Electric se débrouille bien, a priori, et dégage des profits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle dégage des profits alors que son résultat net est en baisse, parce qu'en fait, elle rembourse les emprunts qu'elle avait. 336 milliards de dollars en 2009 de dette pour General Electric, qui passe à 186 milliards en 2014. Ça reste 30% quand même du capital total de l'entreprise, donc ça reste une entreprise déjà très endettée, qui va racheter Alstom, et d'ailleurs, il est à suspecter que ce soit ce rachat qui mette particulièrement en déroute General Electric aujourd'hui, est en grande difficulté. D'un autre côté, Alstom et Siemens sont elles-mêmes endettées à hauteur de 15-20% des actifs, et l'endettement d'Alstom fait plus que doubler, à partir de 2011 surtout. Celui de Siemens va également monter. Donc ça vous donne les chiffres et les courbes que vous voyez là, où, a priori, c'est General Electric qui a l'air d'aller le mieux. A priori. Donc quand vous voyez Alstom face à General Electric et Siemens, vous voyez un nain contre des géants, une filiale contre des conglomérats. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Et on le verra juste après, je vous le montrerai. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre 2009 et 2014, General Electric est en meilleure santé financière que les deux autres compagnies, et que ses activités étaient complémentaires. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que sur un plan purement industriel, General Electric pouvait acheter Alstom parce qu'il en avait les capacités, avait intérêt à racheter Alstom Power parce que c'était tout à fait cohérent sur son business plan, et aussi pour les marchés asiatiques et nucléaires, évidemment.
Et d'un autre côté, pour Alstom, ce n'était pas forcément évident de soutenir la concurrence, surtout face à un Siemens qui tenait le marché européen, qui avait une avance technologique énorme et des capacités d'investissement autrement plus grandes. D'ailleurs, on va regarder en quoi donc le conglomérat, la forme du conglomérat, était un levier de puissance dont ne bénéficiait pas autant Alstom que, évidemment, les deux autres. Sur le plan de la recherche et développement, c'est assez parlant, et évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Alstom a beaucoup moins d'activité que Siemens et General Electric. Mais ce qu'on voit, c'est que pour tout Alstom, les investissements moyens en recherche et développement représentaient 750 millions d'euros en moyenne, grosso modo, sur la période 2011-2014. Au même moment, pour Siemens, chaque division, d'une part énergie, d'autre part dans le ferroviaire, investissait et recevait 850 millions d'euros chacune. C'est-à-dire que pour chaque euro investi par Alstom, Siemens en investissait 2 dans le même secteur. Donc évidemment, c'est pas forcément facile dans un monde, la mondialisation, où si vous avez des retards technologiques, vous n'avez plus de clients. Ou en tout cas, vos clients commencent à être un peu circonspects et votre réputation ne va pas forcément bien. Et vous essayez de rattraper, c'est ce que fait Alstom, essayer de compresser au niveau des délais, essayer de compresser au niveau des coûts. Vous vendez des pièces de mauvaise qualité, vous avez des problèmes à la maintenance, vous vous retrouvez face à des procès parce que les clients ne sont pas contents de ce que vous leur fournissez, et à la fin, vous vous effondrez. C'est ce qui se passe à Alstom dans les dernières années. Donc ça ne va pas bien du tout. Pour ce qui est de Siemens et General Electric, dans l'ensemble, sur toutes leurs activités, en gros, ils investissent 5 fois plus. Ils ont plus de 4 milliards d'euros dans la recherche et développement. Et les deux sont très proches pour le coup. Voire même Siemens investit plus que General Electric, alors que Siemens est moins riche, on l'a vu, que General Electric. D'ailleurs, quand on consulte les bilans financiers de General Electric, bilan officiel de la société, eux-mêmes disent qu'ils touchent 900 millions de dollars directement investis par les clients de General Electric, entre parenthèses, c'est spécifié par le gouvernement américain lui-même. C'est équivalent à 725 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce que gagne tout le groupe Alstom, et simplement donné par le gouvernement américain lui-même à General Electric. Donc évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes... c'est pas les mêmes choses. Le lobbying. Alors, je parle du lobbying parce que ce sont des données auxquelles on a accès, et qui permettent aussi de questionner la puissance de Siemens sur les institutions européennes. C'est intéressant. Et donc, ce qu'on voit grosso modo, c'est que Siemens a environ une vingtaine de lobbyistes qui sont actifs auprès de la Commission entre 2011 et 2013, et qu'elle va, en tout cas pour l'année entre 2014 et 2020, elle va opérer 49 rencontres avec les commissaires européens, ces lobbyistes. Il n'y a pas de données avant 2014, c'est très embêtant, mais le site que je consulte n'existait pas avant 2014. Donc General Electric avait 5 à 10 lobbyistes qui vont faire 84 rencontres auprès de la Commission européenne depuis 2014, c'est-à-dire le double de Siemens. Ça nous donne une idée quand même rétrospectivement. Et Alstom, au même moment, investit 350 000 euros dans le lobbying, c'est-à-dire 14 fois moins que General Electric, 12 à 17 fois moins que Siemens, avec 5 lobbyistes qui ne vont rencontrer la commission que 32 fois depuis 2014. Évidemment, ce sont des éléments annexes, mais qui permettent d'avoir quand même des éléments de comparaison. Et vous voyez à côté les coûts des campagnes de lobbying développées par Siemens, qui sont monstrueuses, et par General Electric par rapport à Alstom. Donc ça vous fait des capacités d'influence qui ne sont pas du tout les mêmes, indépendamment de ce qu'on pense de bien ou de mal du lobbying. C'est pas la question. Sur l'optimisation, c'est assez intéressant, l'optimisation fiscale. General Electric est particulièrement un champion de l'optimisation. Là aussi, les chiffres officiels, tirés directement des bilans financiers de ces sociétés, ce qu'on voit, c'est que il y a quelque chose qui vous choquera peut-être, mais on voit la grosse barre bleu marine de General Electric descendre en dessous des 5% du taux effectif d'imposition. C'est pas tout à fait normal. Il s'agit d'un paradis fiscal. C'est assez réputé dans le milieu. General Electric est un champion donc, de l'optimisation fiscale. Ils ont parmi les meilleurs juristes en la matière aux États-Unis. Et fin 2012, d'après Jean-Michel Quatrepoint, General Electric avait accumulé 108 milliards de dollars dans des paradis fiscaux. Et c'est d'ailleurs dans cette cagnotte que le groupe aurait pioché pour acheter Alstom. Les autres sociétés à côté n'ont pas bénéficié de ces avantages fiscaux. Enfin, dans l'influence, un dernier point, parce qu'on reviendra sur les questions d'influence des grandes sociétés, et notamment de General Electric. General Electric fonde son influence sur de puissants réseaux de façon générale.
Ça fait partie de la stratégie d'intelligence économique américaine. J'en reparlerai dans la partie 3. Où vous avez, dans le cas français, Clara Guémard, donc qui est une ancienne haut fonctionnaire, qui est l'épouse de Hervé Guémard, qui a été ministre de l'économie entre autres, qui a été nommée il y a quelques années à la tête de General Electric France, puis de General Electric International. En fait, son but, et sa fonction, c'est de faire gagner des contrats évidemment à General Electric en mobilisant son réseau en France et à l'international. Puisqu'elle connaît, en fait, elle a frayé pendant quelque temps, dans le cadre de ses fonctions, auprès des grands patrons du monde entier. Donc évidemment, General Electric a repéré son potentiel et l'a recruté dans la société. Ça fait partie donc de la stratégie américaine et de General Electric a fortiori, d'autant que aux États-Unis, la stratégie est la même. Jeffrey Immelt, qui était le PDG de General Electric, était lui-même membre de l'American Chamber of Commerce et chef du Conseil pour l'emploi et la compétitivité auprès de Barack Obama. Donc il avait l'oreille de la Maison-Blanche. Donc c'est quelqu'un de très influent qui utilise ses réseaux pour ses stratégies d'influence. Siemens, de son côté, a une influence qui est un petit peu plus allemande, c'est-à-dire d'un côté utiliser de la stratégie de lobbying auprès de la Commission de Bruxelles et utiliser aussi la corruption massivement. C'est une entreprise qui était réputée pour être très corruptrice au début des années 2000 et il y a eu plein de scandales sur Siemens, donc je n'écris pas ça juste pour faire de la provocation, c'est vraiment sa stratégie d'influence sur certains marchés. Pareil pour Alstom. On y reviendra en partie 3. Pour s'offrir des marchés, dans certains pays, c'est obligé en fait de corrompre aussi, je précise. Donc, pour conclure ce chapitre 2, qui questionne donc la question de la taille surtout d'Alstom et de sa puissance, de sa capacité d'influence et de financement, qu'est-ce qu'on peut dire d'essentiel? Grosso modo, Alstom avait la taille d'une filiale et pas d'un conglomérat. Je crois avoir suffisamment insisté là-dessus, a fortiori parce qu'elle s'était séparée au fur et à mesure d'autres activités. Le chantier de l'Atlantique par exemple. Ses capacités de financement étaient réduites, ça a ralenti son développement technologique, ça a limité son influence, ou en tout cas ça ne lui permettait pas forcément de rattraper facilement son retard technologique, parce qu'Alstom était clairement dépassée, même si elle a fait des choses magnifiques comme la turbine Arabelle par exemple. Ça ne l'empêchait pas d'être dépassée dans plein d'autres domaines. Donc ses concurrents étaient plus puissants et plus influents, en tout cas ces deux concurrents-là, ça c'est certain. En revanche, Alstom avait des avantages, comme je vous l'ai montré, dans le nucléaire et en Asie. Donc General Electric avait tout à fait intérêt à racheter cette entreprise, et il en avait les moyens. Donc ce qu'on voit, c'est que le démantèlement de la CGE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a mis en difficulté Alstom et l'a clairement fragilisé, mais ça a aussi eu des répercussions importantes sur sa capacité à faire face à ses concurrents en tant qu'entité devenue indépendante. Et à ce même moment, le marché mondial entrait en crise dans les années 2008, 2010, etc. Le marché de l'énergie lui-même était en pleine reconfiguration, l'Asie elle-même était en pleine reconfiguration, le marché européen était à l'arrêt, et tous les marchés se concentraient sur l'axe Pacifique, donc tout ce qui est Asie-Pacifique. Donc évidemment, vous avez une exacerbation de la concurrence, et une société qui, à ce moment-là, était un peu fragilisée, et même beaucoup, c'était pas forcément facile de la mener à bon port. Sur le plan des sources, là c'est un petit peu plus abouti, donc c'est tout ce qui renvoie au rapport financier d'Alstom, de General Electric et de Siemens évidemment. Toujours le livre de Jean-Michel Quatrepoint, qui en fait est un continuum. Des articles sur les financements, les subventions perçues par une entreprise comme General Electric, et aussi un autre article du New York Times, un peu plus sûr, sur les stratégies de General Electric pour dégager de l'optimisation fiscale. Et évidemment le site aussi lobbyfact.eu, qui est un site en fait qui recense les textes officiels en fait de la Commission européenne concernant tous les actes de lobby. C'est un acte de transparence qui les recense et qui les archive. Donc chaque année vous pouvez consulter les différentes sociétés, les coûts des campagnes qu'elles ont investies, le nombre de fois qu'elles ont présenté et retrouvé la Commission européenne. Donc voilà, c'est un site relativement sûr aussi. Conclusion de toute cette grande partie, la partie 1. Et j'en terminerai par là. Donc en gros, Alstom c'était une entreprise stratégique qui a été affaiblie par de mauvaises décisions, dès les années 90-2000. Elle a subi de plein fouet l'évolution du commerce mondial autour de l'Asie. Point que je n'ai pas pu développer, mais qui aurait peut-être été un petit peu trop long. Faute de moyens, elle était seule dans un contexte d'exacerbation de la concurrence, et deux de ses concurrents, parmi tant d'autres,
General Electric et Siemens étaient des monstres industriels beaucoup plus puissants qu'elle. Donc, ce qui est probable, c'est que sans le démantèlement de la CGE, qui était devenue Alcatel-Alstom, Alstom Power existerait clairement toujours, et Alcatel aussi. Parce que je vous rappelle qu'Alcatel, là aussi, dès le début des années 2000, s'est fait racheter par le groupe Nokia, et qu'il est devenu rien du tout, alors qu'il était le numéro 1 il y a 30 ans. Donc l'argument avancé par Patrick Cron pour expliquer l'affaire Alstom, celui de la taille critique et de l'argument économique en fait qui est invoqué, il est recevable après étude. Et c'est pas parce que c'est Patrick Cron qui le dit et que tout le monde lui tombe dessus, comme je le disais tout à l'heure, que c'est faux. Mais ça ne résume pas l'affaire Alstom dans son ensemble. C'est un facteur, parmi d'autres, qu'il ne faut pas négliger pour comprendre les événements, mais ça n'est pas le seul facteur qui permet d'expliquer l'ensemble de cette affaire. Voilà. Donc l'une des principales leçons, puisque c'est là le but de cette conférence, et j'en terminerai par là, que l'on peut tirer de l'affaire Alstom, c'est la nécessité de constituer au XXIe siècle de grands conglomérats industriels, cohérents bien sûr, pas fait n'importe comment, sinon ça ne marche pas, General Electric en est une preuve, et clairement, les conglomérats, à quelques exceptions près, ce n'est pas la direction que nous prenons, nous, Français. Un point sur la prochaine séance, donc la partie 2 sera consacrée à l'étude des politiques industrielles depuis 1945, en France notamment, où on verra d'une part la stratégie gaullienne du développement industriel, et comment en fait, pendant cette époque, la CGE a pu se développer de façon tout à fait efficace, et comment les années Giscard-Mitterrand finalement ont détruit cette dynamique en introduisant de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques et de nouveaux concepts. On verra aussi comment les États-Unis protègent leurs industries et ce qui à nous en empêche, suivez mon regard, et il s'agira de mieux comprendre pourquoi nos fleurons se trouvent de plus en plus fragilisés à l'international et pourquoi l'affaire Alstom découle en partie de tous ces mécanismes dont je vous parlerai la prochaine fois.